Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala3 Media, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute! Bonjour! Alors aujourd'hui on est avec Véronique. C'est la première personne qu'on va interviewer pour notre nouveau concept. On interviewe des entrepreneurs qui ont fait la cohorte de fondatrices avec nous et on voit un peu leur parcours, d'où elles viennent, comment elles ont eu leurs idées et on va retourner les voir dans 6 mois, 8 mois quand il y aura eu une nouvelle grande étape dans leur projet pour voir comment ça a avancé. Donc bonjour Véronique. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien contente d'être ici ce matin. Génial, merci d'avoir accepté. On va commencer. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton parcours? En fait, comment t'es arrivée à fondatrice? Oui, bien sûr. Donc, je suis avocate de profession. Alors, depuis 12 ans, je travaillais dans le même cabinet d'avocats, Davies, Ward, Phillips & Weinberg. Et bon, je suis devenue associée. J'ai passé à travers toutes les étapes. Puis avec le temps, à force de travailler sur les projets de mes clients, j'avais vraiment envie d'être au cœur du projet. Pas juste d'aider mes clients à avancer leur projet, mais j'avais le goût d'avoir mon truc, de pouvoir faire mon impact à la société. Donc, le projet entrepreneurial a commencé un peu à germer dans ma tête. Je me dirigeais plus vers l'acquisition d'une entreprise. Je me disais, c'est compliqué, partir de zéro. Moi, j'aime ça quand c'est déjà dans l'action, donc je pourrais acheter quelque chose. Évidemment, une fois que le projet est devenu plus concret, j'ai averti Davies que je voulais quitter, que je voulais devenir entrepreneur. Génial. Puis, finalement, eux, ils m'ont offert de rester, on a discuté, ils m'ont offert de rester comme consultante, ce qui était quand même utile puisque, financièrement, ça m'aide aussi à enlever un certain stress pour le projet entrepreneurial. C'est sûr. Donc, je suis restée, à faire, comme consultante, dépendamment des semaines, faire quelques heures pour Davies. Puis, je suis allée à la recherche de l'entreprise dont je voulais acheter. Mais au début, il faut se connaître comme entrepreneur. C'est pas la même chose du tout. C'est clair. Donc, je regardais les entreprises. Puis, tout ce qui m'intéressait, c'était vraiment des entreprises très innovantes, avec un gros impact. Puis souvent, plus ils sont innovantes, plus ils sont petites, ou ils sont nouvelles, ou ils ont quelque chose... C'était beaucoup des PME, finalement, que je regardais. Puis à un moment donné, je me suis dit, tant qu'à acheter une PME, premièrement, les gens, souvent, ça les intéresse pas de vendre. Je veux dire, ils viennent de commencer leur projet. Mais je me suis dit, tant qu'à y être, pourquoi pas essayer de créer mon propre truc? Puis ça germait dans ma tête. Et un jour, en lisant une revue, l'idée m'a comme sauté aux yeux, qui était dans mon domaine. Moi, j'ai été, comme avocate, je faisais de l'immobilier, financement et capital investissement. Donc, l'idée tombait en plein dans mes cordes. Après, avec mon mari, puisque, j'ai oublié de dire, mais ce projet-là est avec mon mari. Donc, j'en ai discuté avec mon mari, l'idée a fait son chemin, il a amené des idées, on a comme évolué là-dedans, on a regardé ce qui se faisait aux États-Unis. Puis, on a décidé de se lancer, de garder ce projet-là dans plusieurs idées qu'on avait et de vraiment essayer de le mener à terme. C'est rare d'entendre quelqu'un qui commence par avoir envie d'acheter une entreprise. On entend de plus en plus, je trouve, justement, des coachs et tout ça qui nous disent d'aller regarder. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui est plus rare. Tu as commencé comment? Tu t'es dit, je vais regarder le registre des ventes, je sais pas. Comment ça se passe dans ce... Je regardais, il y a des registres où il y a toutes les... je pense qu'au début, il faut identifier l'industrie, sinon c'est trop large. Il faut savoir un peu ce qu'on cherche. Nous, on avait identifié qu'on voulait aller dans l'alimentation. Mon mari est marocain. Puis au Maroc, sa famille a des fermes, donc il est déjà un peu dans l'agriculture.
Donc, on voulait aller dans l'agroalimentaire. Ensuite, on s'est dit, bon, il faut aller un petit peu plus spécifique. Donc, nous, c'était plus le stade de la fabrication qui nous intéressait, de fabriquer un produit, de transformer un produit. On avait à cœur le bien-être. Donc, je suis allée chercher ça. Il y a des listes d'entreprises comme ça. Il y a un service aussi, le CITEC ou le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Je suis pas sûre du nom, là, je pense que c'est ça, mais eux, ils donnent un coach. Ils ont aussi un index où ils postent des compagnies. Je pense que aussi, ce qui est vraiment utile, on faisait le tour d'agents, de courtiers. Il y a des courtiers qui font ce genre de transactions-là, des avocats aussi pour des plus petites entreprises, PME, moyennes entreprises. Donc, on essayait les banques aussi. Les banques, souvent, leurs clients, c'est les premiers à le savoir que leurs clients veulent vendre. Ben, les banques et les avocats sont les premiers à savoir que leurs clients veulent vendre. Donc, on faisait des appels, on disait ce qu'on cherchait, à peu près le prix. Puis, on se faisait envoyer des entreprises. Mais c'est là aussi qu'on a appris, je me suis rendu compte que c'est ça. Ce que je pensais qu'elle allait m'intéresser, finalement, une fois que je voyais l'entreprise puis que j'essayais de me voir dans cette entreprise-là, ne m'intéressait pas tant que ça. Et du coup, vous avez comme pivoté, vous avez décidé de changer complètement de secteur. Est-ce que ça t'a fait un peu peur au début d'aller dans un nouveau secteur? Non, ben à vrai dire, pour moi, l'agroalimentaire était nouveau. OK, c'était ton mari qui était parce que mon mari avait de l'expérience, mais moi, zéro. Donc, évidemment, je lisais, j'étais rendue partie de tous les groupes. J'étais totalement en dehors de ma zone de confort, mais ce qui est correct, parce que comme avocate, je pense que j'étais aussi habituée d'être en dehors de ma zone de confort. Ben ouais. Avec mon mari, on fait de l'investissement immobilier, personnellement. On avait toujours les deux voies, qui étaient l'immobilier et l'agroalimentaire. Puis on voulait de toute façon continuer dans cette voie-là, où on n'avait pas le choix parce qu'on avait des investissements de toute façon dans l'immobilier, mais on voulait continuer aussi dans l'immobilier, puis continuer sur ces deux axes-là. Finalement, quand j'ai trouvé l'idée, c'était en lisant dans une revue de fermes aux États-Unis, puis l'idée touchait l'immobilier, touchait les fermes, puis on s'est juste dit après, est-ce que ça peut se faire dans le résidentiel? Naturellement, justement, probablement, parce que là, tout d'un coup, je me retrouvais plus dans ma compétence, c'est ça, dans mon élément, que ce soit en droit, c'est ce que j'ai fait, que nous, nos investissements, c'est ce qu'on fait aussi, on gère ça dans la vie de tous les jours. Donc, naturellement, je pense que l'idée nous a, au contraire, je pense que ça m'a plus appelé parce que là, je me retrouvais au moins dans une expertise que j'avais. Après ça, bon, c'est ma première start-up, donc il y a plein de choses qui sont nouvelles, mais au moins, je connais l'industrie. Ben oui, c'est sûr. Puis il y a un gap entre la théorie et la pratique. Surtout que ce serait toi, j'imagine, qui serait appelé à diriger cette nouvelle entreprise-là, enfin la nouvelle entreprise, ou est-ce que vous allez le faire à deux? On va le faire à deux, mais moi, on a discuté bien un moment, justement, qu'on est avec un cofondateur, via une discussion sur les rôles. Ouais. C'est sûr que c'est moins important lorsqu'on est juste deux. Mais c'est sûr que ce qu'on veut, c'est grossir rapidement, donc on va avoir d'autres gens impliqués. Donc, on a eu la discussion, mais je pense que naturellement, moi, j'avais pris un rôle un peu plus de leader. Mon mari, lui, continue beaucoup le travail sur les investissements immobiliers aussi. Lui, sa force, c'est plus la technologie. Naturellement, lui, il a dit moi, je vais me concentrer sur cet aspect-là, parce que notre start-up est une société immobilière technologique. Lui a pris en charge cette responsabilité-là, mais c'est sûr que pour l'instant, à deux, on a beaucoup de discussions, l'avis l'un de l'autre est toujours pris en compte. On est en train de partir de zéro, quoi, donc on le fait ensemble. Est-ce que lui aussi a démissionné de son travail d'avant, ou est-ce qu'il était déjà un peu dans le milieu des startups? Lui était déjà un peu dans l'entrepreneuriat. Il avait essayé, il a travaillé sur d'autres projets de start-up qui n'a pas avancé pour diverses raisons. Puis c'est lui qui s'occupe justement, comme je disais, de nos investissements immobiliers, donc ça lui demande beaucoup de temps aussi. Et ça n'a pas été trop dur parce que vous ne voyez pas en ce moment, mais c'est une maman avec des enfants. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de te faire le grand saut comme ça, de quitter ton emploi stable avec lequel tu étais depuis des années? Comment ça a été perçu aussi par son entourage? Je ne mentirais pas, c'est vraiment difficile comme décision. Bon, une fois qu'on l'a fait, c'est facile de dire je suis contente avec ma décision et tout ça, mais l'apprendre, ça m'a pris plusieurs mois. J'ai vu un coach professionnel aussi qui, à un moment donné, amène à poser des questions, des réflexions. Mais pourquoi tu ferais pas ça? Puis t'étais comme, tu penses pas que t'es rendu peut-être au point justement de te lancer vraiment tête première. Puis ça l'a amené des réflexions. Puis je pense qu'à un moment, il y a comme un jour où je me suis réveillée, je me sentais plus prête, au moins de dire je vais le faire. Après ça, ça m'a pris quelques mois à être vraiment prête mentalement. Mais c'est difficile parce que on veut tous une sécurité financière aussi, surtout quand on est rendu avec une maison, des enfants qui s'en vont à l'école. Mais bon,
c'est quelque chose qui se planifie aussi. J'avais des économies de côté. On a des investissements. Donc, au pire, on les liquide. Puis, en bout de ligne, je pense que vraiment, ce qu'on se dit, c'est il reste tellement d'années encore. Ben, je touche du bois. Ben oui, c'est sûr que oui. Il nous reste, bon, en théorie, il nous reste beaucoup d'années à vivre, donc on serait fou de pas tenter la chose. Puis bon, le risque est calculé. Si jamais pour une raison, c'est pas ce que j'aimais, bon, on peut toujours, il y a pas de mauvaise décision. Ça nous fait avancer dans un certain parcours, puis après ça, on peut toujours changer de parcours. Justement, je pense qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on voit qu'on peut changer plusieurs fois de parcours dans une vie. C'est peut-être moins clair pour ma... Je trouve que... Ouais, complètement, bon, je trouve. Parce que là, bon, les gens savent pas, mais j'ai 36 ans. Je suis sortie du sac. J'étais un peu plus vieille, justement. Puis j'ai l'impression que peut-être ta génération, dans la vingtaine, de ce que je voyais, du moins au cabinet où je travaillais, ont moins peur de changer de voie ou d'employeur, d'essayer d'autres choses. Je crois que nous, vraiment, puis je veux pas généraliser, là, moi et les gens autour de moi, là, on était plus craintifs par rapport à ça. On avait vraiment l'impression qu'en commençant un emploi, c'est comme un contrat de mariage, là, qu'on voulait vraiment aller jusqu'au bout, rester là toute sa vie, puis bâtir avec cet employeur-là, ce qui est bien aussi, mais c'est pas nécessairement la voie obligatoire à suivre. Non, c'est clair. C'est vrai que je le vois beaucoup. En fait, en ce moment, je vois des jeunes entrepreneurs qui, eux, ont aussi un peu cette peur-là. Mais je pense que c'est aussi que moi, je suis une génération... on a exactement 2 ans d'écart. Et je vais avoir 26 ans dans quelques jours. Et c'est une génération au Québec, en tout cas, où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense que les jeunes se prennent ont moins la peur de ne pas retrouver d'emploi. Je pense que... Alors que les générations, même il y a 10 ans, c'était plus difficile de trouver un emploi. En France, c'est encore inimaginable, je pense, de faire ça, là. Donc, au Québec, on a cette flexibilité-là, effectivement, je pense, qui aide beaucoup. Mais je comprends. Et les générations encore avant, quand je vois les grands-parents, où c'était inimaginable, ils restaient toute leur vie dans le même travail, là. Donc, c'est un gros saut. Non, c'est vrai. Puis déjà, parle-nous un peu de son concept, parce que jusqu'à maintenant, on a un peu teasé les auditeurs, mais tu n'as pas expliqué exactement quel est ton concept. Oui, donc le projet sur lequel on travaille s'appelle Homer, donc H-O-M-R. Ce qu'on veut, c'est faciliter l'accession à la propriété. Donc, pour le faire, on offre, dans le fond, une nouvelle façon d'accéder à la propriété. Donc, on utilise un programme d'achat-location ainsi que de la technologie pour permettre aux gens, justement, d'accéder à la propriété. Donc, dans les faits, quelqu'un vient nous voir. Nous, ce qu'on veut, c'est lui permettre d'accéder à notre programme selon des critères plus flexibles que la banque. Donc, la personne vient nous voir, on fait quelques vérifications, par la suite, on l'approuve. Elle peut aller magasiner la maison de son choix, soit avec son courtier immobilier à elle, ou on peut lui en référer une. Une fois qu'elle a trouvé la maison de son choix, c'est Homer, la compagnie, qui achète la maison. La personne emménage dans la maison qu'elle a choisie. Elle y vit avec sa famille, moyennant le paiement d'un loyer mensuel. En plus, on prend aussi un montant additionnel qu'on a calculé pour que ce montant-là, additionné à chaque mois, arrive au montant de la mise de fonds qu'elle aura besoin de faire 3 ans plus tard pour racheter la propriété au prix fixé dès le jour 1. Donc, en gros, on fixe le prix d'achat de la propriété. On lui permet de vivre dedans. Donc, déjà, elle peut l'aménager à son goût, mais acheter les meubles, etc. On lui permet, on la force à mettre de l'argent de côté pour la mise de fonds. En même temps, la personne peut améliorer son crédit si c'était un challenge, un défi pour cette personne-là. Et 3 ans plus tard, si cette personne respecte ses obligations, met l'argent de côté, paie les paiements, bien, elle devrait être en mesure de racheter la propriété à un prix qui probablement va être mieux que le marché. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais le but, c'est d'avoir un prix raisonnable pour aider ces personnes-là à acheter leur première maison. Et donc, en fait, après, avec cette mise de fonds, si jamais la personne ne respecte pas, vous protégez en ayant cet apport-là financier. Bien, on garde... Non, le but, c'est vraiment parce que, bon, dans la vie, on peut devoir changer, changer d'endroit, changer d'emploi, changer de ville. Donc, le but, c'est pas de demander cet argent-là pour que nous, on se protège avec cette mise de fonds-là. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit pourcentage de cette mise de fonds-là qu'on va devoir garder pour nous, parce qu'on va avoir des frais engendrés pour revendre la propriété. C'est sûr. Mais l'objectif est de redonner le plus possible la mise de fonds à la personne. Donc, si jamais le programme ne fonctionne pas pour cette personne-là, pour une raison quelconque, bien,
elle repartira avec l'argent qu'elle aura mis de côté. C'est son argent, elle. Ok, fait que si elle change d'avis, elle a quand même été un peu obligée de faire des économies, fait qu'au final, c'est tout gagnant. Exactement. Et vous, en termes de modèle de revenu, comment ça se passe par rapport à ça? Nous, on va faire du revenu un peu comme une société immobilière là, qui détient des immobiliers. Donc, on va faire des revenus avec le loyer qu'on identifie selon le marché, puis aussi par la prise de valeur de la maison, puisqu'on identifie celle-ci dès le jour 1, mais à chaque année, il va quand même avoir une petite prise de valeur qui va être prise. Donc, nous, on peut faire de l'argent là-dessus. Mais du coup, la personne, si elle l'achète jour 1, vous déterminez tel prix, même si elle augmente, sa valeur augmente dans les 3 années, elle va quand même la racheter au prix avant qu'elle ait pris de la valeur. Il va y avoir deux moments possibles pour acheter la propriété. Donc, après, puis bon, tout ce que je disais, évidemment, on est tous encore en train de confirmer le modèle financier, mais notre volonté, c'est qu'il y a un moment, une possibilité de partir plus tôt, si les choses vont mieux. À ce moment-là, le prix va être un peu moins élevé, ou partir à la fin du programme. Donc, il va y avoir comme 2 moments, 2 prix. Puis après ça, peu importe quand la personne part, soit dans la première période ou dans la deuxième, ça va être le même prix. Parce qu'évidemment, nous, de notre côté, il faut aussi s'assurer que les frais initiaux sont remboursés. Puis bon, on a des dépenses aussi qu'on a à faire pour pouvoir pour pouvoir acheter la maison et permettre à cette personne-là d'habiter dans celle-ci. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas non plus... C'est pour ça qu'il faut nous garder une petite prise de valeur. Et puis, le but de l'entrepreneuriat, c'est aussi, quand on prend un risque, d'être récompensé pour le risque qu'on prend. Parce que si on n'est pas rémunéré pour les risques et les idées qu'on a, plus personne ne ferait d'entreprise. Et que je pense que c'est complètement normal que vous ayez très bien dit. Et donc, une fois que vous avez eu cette idée et tout ça, tu t'es dit, je vais aller avec le programme Fondatrice pour te spécialiser plus, c'est ça? Oui, à vrai dire, une fois qu'on avait trouvé l'idée, puis qu'on était vraiment comme ancré dans notre idée de, OK, très motivé, on en a ce projet-là, cette idée-là, il faut la développer. Je me suis retrouvée finalement mon mari a un peu plus d'expérience dans développer des nouvelles entreprises, mais moi, je l'avais jamais fait. Donc, je cherchais, je pense, à entrer dans la communauté, rencontrer des gens comme moi, justement, qui partaient un projet d'entreprise, parce qu'autour de moi, c'est plus des professionnels, je dirais. Puis aussi, un peu, justement, du coaching, aussi du mentorat. J'avais déjà été bénévole pour la Fondation Montréal Inc., qui est maintenant Startup Montréal. Donc, je connaissais la fondation. Je regardais un peu l'écosystème, puis je suis allée sur leur site. J'ai vu ce programme-là pour Fondatrice. Donc, je me suis dit, ça pourrait être bien de rencontrer d'autres femmes comme moi qui veulent se lancer. Alors, j'ai appliqué. C'est bien. Moi, j'ai été bénévole, puis maintenant, je suis à l'autre côté de la médaille. Puis c'est un peu pour ça aussi que je faisais confiance. J'avais déjà vu leur programme qui était super intéressant. Donc, je me suis lancée, puis vraiment, ça m'a donné un petit coup. T'sais, au début, quand on a une idée puis on est prêt à se lancer, il y a toujours un moment qu'on pourrait faire « Ah non, finalement, c'est pas pour moi » ou il y a un moment décisif où on se lance ou on passe à un autre projet. Puis je pense que Fondatrice a juste ancré cette décision-là de vraiment se lancer. Donc, ça m'a... Comme tu sais, ça a donné une structure un peu... complètement. Comment valider notre idée. Moi, je savais même pas qu'il y avait vraiment une structure pour faire tout ça. Donc, j'ai appris... c'est pas la seule façon de faire, mais il y a une façon de faire qui est bien reconnue, qui a amené beaucoup de succès à d'autres gens. Donc, j'étais contente de l'apprendre, de l'essayer, de valider mon idée. Puis, je pense qu'évidemment, la force aussi, c'est toutes les autres femmes que j'ai rencontrées qui font la même chose. Puis bon, les mentors, les coachs, je pense que les startups à Montréal, c'est tout un écosystème. Puis, c'est clair. Ça peut être intimidant au début quand on n'en fait pas partie, mais c'est comme déjà avec Startup Montréal, c'est un bon début pour se lancer. Puis même des fois, c'est tellement inconnu. Moi, je n'avais même pas idée de l'ampleur de l'écosystème, je pense. On le voit vraiment pas tant qu'on n'est pas dedans. Et maintenant, j'ai l'impression que je le vois partout, mais je l'avais jamais remarqué avant. Ouais. Tu étais coach bénévole, avocate, c'est ça, j'imagine, avant? Oui, je donnais des formations de droit, mais c'est sûr que, tu sais, en tant que coach, je baignais pas dans ce milieu-là. Comme tu as raison, on voit beaucoup l'entrepreneuriat comme les dragons, ceux qui sont déjà, qui ont des grandes entreprises, c'est plus... PME. Puis bon, des fois, on entend un peu parler de PME qui ont grandi rapidement puis qui ont rencontré beaucoup de succès. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Moi, je savais qu'il y avait quand même un écosystème, avec ces deux Montréal, avec Startup Fest. On se doute qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je connaissais... C'était vraiment pas dans le milieu dans lequel je baignais. Comme avocate, c'était pas la clientèle que j'avais. Donc, c'est bien de se rendre compte
il y a une belle communauté très vivante à Montréal. Effectivement. Et le réseau, c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat, je pense. Oui, je suis d'accord. Vous allez utiliser de l'intelligence artificielle, c'est ça, dans ton projet tech? Ben, c'est pas exactement l'intelligence artificielle, peut-être qu'on va en avoir, mais dans le fond, l'objectif, nous, c'est de rencontrer, c'est de pouvoir offrir notre programme à plus de personnes possible, puis partout. On va commencer au Québec, mais nous, on voudrait aussi s'établir dans tout le Canada. On veut utiliser la technologie, pour rejoindre ces gens-là géographiquement partout, ou partout dans les grands centres, et aussi pour pouvoir faire un grand volume, pour être capable de faire un grand volume de transactions tout en répondant aux besoins de nos clients. Donc, notre plateforme, ça va être bon d'automatiser plusieurs processus qui sont compris dans les processus de vente, mais aussi d'aller chercher des technologies pour nous permettre d'approuver plus rapidement et mieux les candidats pour évaluer justement le prix des maisons, par exemple. Ça va être beaucoup, je pense, la plateforme. Oui, on va créer la technologie, mais on va aussi aller en chercher qui existe déjà pour toutes les rassembler sur cette plateforme-là, qui devrait avoir après ça tous les éléments pour qu'on soit capable de traiter un grand volume et partout, et pour pouvoir permettre au plus de personnes possible de devenir propriétaires pour la première fois. C'est un beau projet. Et c'est quoi les prochaines étapes pour Omer? Ben, je dirais qu'en ce moment, on travaille on est en train de finaliser notre modèle financier, là, évidemment, c'est le cœur de la chose, et aussi de finaliser je dirais notre produit minimum viable. Je cherchais le mot en français. Moi aussi, à chaque fois, je m'en souviens jamais. Donc, on va partir avec une plateforme un peu plus simple. Donc, on est en train de finaliser ça. Dans le fond, tout faire les dernières étapes pour que, justement, notre produit minimum viable soit prêt pour partir cet automne. On regarde aussi peut-être de participer à un autre incubateur. Bon, des fois, c'est sûr que ces incubateurs-là prennent du temps qu'on pourrait mettre sur l'entreprise. C'est ça, des fois, que je pense qui fait hésiter les gens. Sauf qu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, que d'autres gens qui sont déjà passés par là pour nous donner vraiment des bons outils. Donc, comme tu dis, le réseau est vraiment important. Donc, ça permet aussi de développer le réseau. Donc, on travaille fort sur notre MVP pour pouvoir acheter une première maison cet automne. Génial. Puis, en même temps, c'est ça, on regarde un peu ce qui se fait dans l'écosystème, puis s'il y a des acteurs qui pourraient nous aider à accélérer notre démarrage. Donc là, vous allez chercher des financements, j'imagine? Oui, on parle aussi avec des banques pour nous aider. Justement, là, ce qu'on voudrait, c'est, avec notre MVP, on voudrait créer l'attraction, donc faire probablement autour d'une dizaine de transactions. Puis pendant ce temps-là, continuer à prendre l'intérêt des gens. Avec cette dizaine de transactions-là, on va pouvoir montrer qu'il y a de l'intérêt, que ça fonctionne, et aussi prendre le feedback de ces clients-là pour savoir quoi améliorer, c'est quoi leurs commentaires, donc un peu en connaître plus sur leur expérience. Donc, on va avoir besoin, de financement pour ces premières transactions-là. Puis, par la suite, évidemment, là, on voudrait pouvoir commencer à faire du volume. Donc, ça va prendre un encore plus gros financement. Et vous allez vers du financement, vers du capital venture, ou plutôt juste les banques, un mélange, des subventions? C'est quoi un peu votre plan, si vous en avez déjà un? Oui, je pense que les subventions, ça, c'est toujours la première avenue à regarder, juste parce que, il y a plein de services qui sont offerts, surtout, moi, je suis une femme, mon mari est marocain, donc ici, la diversité, déjà là, il y a certaines subventions qui sont pour les gens de la diversité et les femmes. Je pense que d'aller dans les subventions au début, c'est bien. Ça ne sera pas assez pour nous, pour notre modèle d'affaires. Donc, on veut aller aussi dans de la dette, donc trouver du financement bancaire. Et, au début, peut-être un ange financier. Ce qu'on dit un peu plus du love money. Oui. Évidemment, notre argent à nous. Puis, à plus grande échelle, il va falloir trouver, nous, ce qu'on veut, justement, on va être plus dans un projet de capital investissement. Donc, on va devoir trouver des investisseurs pour une partie de la mise de fonds qu'il va falloir mettre sur les maisons. Pour les auditeurs, le Love Money, c'est l'argent de nos proches qui nous le donnent parce qu'ils croient en notre projet. Puis, il y a des investissements en capitaux. Si tu veux expliquer pour ceux qui ne savent pas. Oui, des investissements en capitaux, dans le fond, c'est des investisseurs qui s'intéressent au projet, qui sont prêts à investir, à prendre le risque d'investir. Donc, c'est toujours un peu plus risqué parce qu'il n'y a aucune assurance qui vont toucher leur rendement. Donc, eux, ils investissent avec
pas la promesse, mais ils demandent un certain rendement. Puis, une fois qu'ils ont le rendement, ben, ils sont contents, ils peuvent aller investir encore plus, mais ils savent aussi qu'il y a des chances, si jamais ça va pas de l'avant, qu'ils perdent leur investissement. C'est ça. Et puis, ils prennent un pourcentage souvent en échange de leur investissement. Oui, ben, ce qu'ils vont prendre, c'est des actions privilégiées, donc c'est pas nécessairement... ou des options qui, si jamais ils voient que l'investissement fonctionne, ils vont pouvoir les transformer en actions ordinaires puis vraiment avoir des parts plus concrètes de l'entreprise. Mais au début, c'est pas toujours concret. Non, c'est ça. Puis il y a un petit risque si jamais si la personne a trop d'actions ou de pourcentage que le fondateur... des fois, ça fait peur, là, le capital, par rapport à ça? Oui, je pense qu'il faut un plan quand on se lance, puis savoir exactement combien on va être prêt à être dilué, puis combien d'autres rangs de financement on va avoir besoin dans le futur. Parce que si on se fait tout diluer dès le début... C'est ça. Après ça, on peut aussi... Si ça va bien, puis on va chercher des investissements plus gros, on peut toujours racheter aussi les premiers investisseurs, racheter leur part, leur redonner leur investissement avec leur rendement. Des fois, il y en a qui investissent seulement pour ça. Ils ne veulent pas nécessairement rester à plus long terme, donc ils sont contents. Une fois qu'ils sont assurés de toucher leur investissement initial avec leur rendement, ils sont contents de se retirer. Donc, c'est quand même... c'est la planification. Puis, je pense qu'elle est rendue là, évidemment, il faut être bien entouré parce qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Tu sais, oui, il y a les parts privilégiées, il y a aussi des fonds d'investissement, il y a vraiment plusieurs façons. Puis, comme je dis, rendu là, il faut être entouré d'avocats, entre autres. Exactement. je prêche pour ma paroisse. Puis, pour le petit mot de la fin, ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Ben moi, je leur dirais évidemment de planifier, de prendre le temps de bien y penser. Pour pas avoir le stress monétaire, justement, de peut-être planifier monétairement. Est-ce que j'ai quelques mois au moins pour vivre? C'est pas nécessaire aussi de se lancer dès le début à temps plein. Les gens peuvent garder un emploi à temps partiel. Mais sinon, je dirais une fois que la personne est sûre de ce qu'elle veut, de pas... Ou même pas sûre, ça. On n'est jamais sûr de ce qu'on veut. Ça. Mais une fois que la personne a vraiment envie de se lancer, de pas hésiter. Et puis de toute façon, on peut toujours, après ça, si ça marche pas, c'est pas un échec, c'est quelque chose qui va nous avoir fait grandir, puis prendre une autre voie. Puis c'est ça la vie, je pense. C'est juste de prendre des risques. Puis bon, comme en entrepreneuriat, quand on prend des risques, moi je pense que ça ne peut être qu'une expérience enrichissante. Complètement d'accord. Merci beaucoup pour ce beau mot de la fin, Véronique. Puis je vous invite à aller voir, on va mettre en description d'ici là s'il y a une landing page ou des infos si vous voulez, si vous êtes intéressé par son projet et que vous voulez suivre un peu ce qu'elle fait. Merci.